Oniro. Mais comment diable avait-il atterri à Cramont? En fait, lui, ce qu'il aimait vraiment, c'était voler. Ouais, ce qu'il adorait, ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était voler. Hans avait appris très jeune à piloter des avions, c'était un as. Seulement, quand, comme lui, on est jeune à la fin des années 30 en Allemagne, difficile d'échapper à l'armée. Et c'est comme ça qu'il s'était retrouvé à conduire des engins de guerre. Lui, les bombes, c'était pas son truc. Non, lui, ce qu'il aimait, c'était voler. Mais bon, c'est comme ça qu'il s'était retrouvé à Cramont. Oui, parce que l'armée allemande avait construit là une piste d'envol et d'atterrissage, pour partir en mission vers l'Angleterre. Et puis il y avait aussi tout un tas de baraquements pour tout un tas de gens, des prisonniers qui travaillaient aux environs pour l'armée. Lui, Hans, il volait. Il partait vers l'Angleterre et il revenait. Et Hans avait bien du mal à se sentir concerné par ce qui se passait autour de lui. Ni le va-et-vient des ouvriers dans les baraquements autour de la piste, ni les rumeurs de résistance, des ouvriers qui disparaissent. Non, il ne se sentait pas concerné. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'était voler. Pour lui, être sur Terre, ce n'était qu'une pause entre deux vols. Même le fait de voir qu'à chaque mission en Angleterre, ils revenaient de moins en moins nombreux, qu'à chaque fois, il manquait des avions et des pilotes, même ça avait du mal à l'atteindre. D'ailleurs, c'est vrai, il n'y avait pas beaucoup d'avions à Cramont. Il y en avait de moins en moins au fur et à mesure des combats. Et même que pour leurrer les Anglais, l'armée allemande avait fabriqué des avions en bois. Mais les Anglais ne se sont pas fait prendre très longtemps. Un jour, les avions qui passent au-dessus et qui larguent sur la piste des bombes en bois pour répondre à la supercherie de l'armée allemande. Mais un jour, la rumeur a pris tellement d'importance que même Hans ne pouvait plus faire semblant de l'ignorer. Des gens disparaissaient, c'était à n'y rien comprendre. On soupçonnait la résistance, oui, des prisonniers qui disparaissaient, et même des soldats allemands. On a organisé des traques, des battues, jusqu'à ce qu'on finisse par mettre la main sur 3 jeunes gens aux activités un peu louches. Ouais, l'armée les a capturés tous les 3 pour être jugés, et s'ils étaient coupables, ils seraient fusillés. Mais Hans, lui, il voit les choses de loin. Il voit les choses de haut. Et un jour, alors qu'il rentrait de mission, juste avant de se poser, il a survolé rapidement le village. Et dans un coin, un peu à l'écart des habitations, il a vu une drôle de chose, un mouvement furtif, quelque chose qui bougeait, mais quelque chose d'assez gros, sombre. Alors Hans a décidé de mener sa propre enquête, et le soir même, il a pris son pistolet, il est allé dans cet endroit qu'il avait repéré, celui que les gens du village appellent l'herbe à Mariette. Et là il s'est caché, et il a attendu. Et à un moment, il a vu sortir d'un bosquet une créature hideuse, énorme, une espèce de limace de plusieurs mètres de long, avec 2 tout petits yeux, et à l'avant une bouche, une sorte de trou plein de dents pointues. Hans a saisi son pistolet, il a visé la créature, et au moment où il allait tirer, PAM! Juste à ce moment-là, il y a quelqu'un qui l'a poussé. Le coup est parti vers le ciel. Il est tombé par terre, il a roulé. Et quand il s'est relevé, la créature avait disparu. Mais en face de lui, il y avait une jeune fille, 15, 16 ans. Il voyait bien qui c'était. Ses parents tenaient le bar sur la place au milieu du village. Amandine, une drôle de fille, sacré caractère. Jamais chez elle, toujours en train de courir à travers champs, les cheveux jamais coiffés. Elle a regardé le soldat et lui a dit: c'est pas de sa faute. Il est pas méchant. S'il vous plaît, lui faites pas de mal. Et Amandine a emmené le soldat chez elle. Pas sans faire de bruit, ils sont rentrés dans le café, ils sont allés à la cave. Là, elle a poussé l'armoire qui cachait l'entrée du souterrain. Cette série de tunnels sous la terre que les gens avaient creusés autrefois pour pouvoir s'y cacher. Et, munis d'une torche, ils sont allés à l'intérieur. Et pendant qu'ils descendaient, elle expliquait
que cette bête-là, ça faisait longtemps qu'elle vivait là, qu'avant, elle sortait la nuit et qu'elle chassait les chevreuils, les animaux qu'elle pouvait trouver autour. Mais depuis que tous les baraquements avaient été installés, on racontait qu'il y avait 8, 10 000 ouvriers qui vivaient là. Le gibier était parti, alors forcément, la bête qui avait faim, elle s'attaquait aux humains qui vivaient là. Mais elle n'était pas méchante. Et à force de descendre dans le souterrain, ils sont arrivés dans un endroit un peu plus ouvert, une sorte de pièce, avec un plafond très haut. À la lumière de la torche, ils ont vu la bête qui était là. D'abord, elle s'est soulevée comme ça, elle a fait un drôle de bruit avec sa bouche pleine de dents qui faisait... Mais Amandine s'est avancée tout doucement, elle l'a calmée. La bouche s'est refermée. Amandine a pris la bête dans ses bras, et puis elle s'est tournée vers le soldat allemand. Elle a dit: parmi les 3 jeunes garçons qui ont été attrapés, parmi les 3 jeunes garçons qui sont accusés de tuer les gens, il y a mon grand frère. Vous pourrez dire que c'est pas lui qui l'a fait, s'il vous plaît. Vous pourrez dire qu'il est innocent. Et Amandine et la bête sont partis. Ils se sont enfoncés dans les profondeurs, tout au fond des souterrains, et on les a plus jamais revus. Hans, lui, il est remonté à la surface. Et puis il a fait ce qu'il fallait pour libérer les prisonniers. Comme plus personne ne disparaissait, l'affaire a été classée. Et à la fin de la guerre, Hans est retourné chez lui. Et s'il n'a jamais oublié la jeune fille qui a disparu dans le souterrain, lui, il a continué à faire ce qu'il aimait. Et il volait, et toujours, il volait.